Maintenant, nous savons que nous ne sommes pas conditionnés. Non. Nous adhérons avec enthousiasme aux normes dominantes. Même adultes, même conscients, même éduqués, nous nous efforçons de ressembler aux images de la perfection qui nous sont proposées. Nous courons après le contentement de désirs auxquels nous n'avions pas pensé, mais que la publicité parvient à suggérer en nous. Nous regrettons en permanence de ne pas être tout ce que nous aimerions être, au point d'oublier ce que nous sommes réellement. Et ce que nous faisons réellement, et donc la part de bonheur que tout le monde peut prélever, quelle que soit sa situation, à chaque instant qui passe. Nous ne sommes pas conditionnés. Nous adhérons avec enthousiasme. Jean-Luc Mélenchon, oui, je vous écoute. On peut comprendre la détresse de ces salariés, mais peut-elle tout permettre? Peut-elle justifier ces violences? On a quand même vu des cadres d'Air France se faire molester, la chemise en lambeaux, face contre terre, et puis bien aussi... sûr, quelle horreur. Bien sûr. C'est de la violence physique. Mais écoutez, ça suffit. Arrêtez votre prêchi-prêcha, ça dure toute la journée. Partout, il y a des photos et vous voudriez qu'on plaigne quelqu'un qui vient annoncer à 2900 personnes, on en est à 9000 licenciements. Est-ce que vous comprenez que c'est une violence? Vous avez fait la même chose au Conti, quand il y avait eu un petit incident où des ordinateurs avaient été jetés par terre. On avait montré du doigt Xavier Mathieu. On a traité de tous les noms les employés de Conti. Or, le licenciement n'était pas justifié. Or, c'est l'entreprise qui a été condamnée. Vous savez, demain, la presse va reparaître, et après-demain aussi, et après-demain aussi, et après-demain aussi. C'est pas Martinez qui va la bloquer, hein? Eh bien, ce sera 9 milliardaires qui continueront à la posséder. Ils vont désigner le chef, qui lui va désigner le sous-chef, qui lui va désigner le journaliste, qui eux vont désigner les stagiaires. C'est comme ça la vie. Ça vous dérange pas? Je pense que dans la classe et dans les catégories intellectuelles, c'est-à-dire dans vos métiers, beaucoup de gens s'interrogent sur la façon dont la pratique professionnelle se fait. Quand un salarié élève la voix, alors là c'est terrible. Mais un patron n'a pas besoin d'élever la voix. Il raye d'un trait de plume, tranquillement, avec d'autres gens, au calme, la vie des autres. Il condamne à la mort sociale. Est-ce que vous savez combien il y a de suicides parmi les chômeurs? Est-ce que vous savez combien il y a de divorces? Combien il y a de gens qui sont obligés après de vendre ce qu'ils ont après une situation? Non, vous en justement, souciez pas, il ne faut pas multiplier. Mais si les gens venaient se pendre dans vos bureaux, peut-être que vous le verriez. Regardez, même vos collègues du Figaro, qu'on a par-dessus la tête, qu'on ait transformé leur journal en un tract de l'UMP. Bon, ce sont des gens de droite, ils ne sont pas de gauche. Mais moi, je salue leur manière de faire. Je ne demande pas aux journaux de gauche... Si on écoute Étienne Moujotte, il y a des journalistes de gauche... Pardon? Si on écoute Étienne Moujotte, il y a des journalistes de gauche, vous ne demandez pas la... Je ne sais pas comment vous connaissez l'identité électorale de tous les journalistes. Je vous le dirai hors antenne, c'est assez facile, il suffit de lire. Oui, il suffit de lire. Des fois, ça se voit tout de suite, qui c'est qui est de droite et de gauche. C'est pas si curieux que ça. Si vous ne condamnez pas de telles violences, elles pourraient se multiplier et reprendre encore et être multipliées par 2, par 3, par 4 dans d'autres conflits sociaux. C'est ça qui est grave. Ah non, pas du tout, c'est pas grave. Ça vous oblige, vous, déjà, les médias, à vous préoccuper de la question sociale, alors que le reste du temps, vous nous bassinez avec les histoires de musulmans, de terroristes, d'immigrés, du matin au soir. Eh bien, la question sociale revient sur la scène. Alors, excusez-moi de vous dire, elle n'a pas pris des gants blancs, elle n'est pas venue vous voir comme si c'était un bal ou le bal des petits lits blancs et vous n'êtes pas la chaisière. La vie est violente pour des millions de gens et vous passez votre temps à parler d'autre chose que ce qui les concerne. Donc, que voulez-vous qu'ils fassent? Ben écoutez, il faut que vous habituiez à l'idée que toutes les professions peuvent être regardées, peuvent être critiquées, on peut s'intéresser à votre métier, vous n'êtes pas des vaches sacrées. Nous savons que les uns sont de gauche, que les autres sont de droite, que certains sont nos ennemis. Voyez-vous, il y a des gens qui me traînent dans la boue toutes les semaines, chaque fois qu'ils peuvent, madame. Alors ne me demandez pas de rester impassible et de tendre l'autre joue. Vous croyez que les gens qui sont là sont des animaux, vont se laisser comme ça, mener à l'abattoir avec le sourire aux lèvres, signer des conventions dans lesquelles on leur prend tout et qu'il ne va rien se passer? Et vous seriez là à dire « Ah là là, il y a un risque que ça se multiplie ». Mais est-ce que vous vous êtes posé la même question lorsque vous nous montrez du matin au soir des problèmes qui, paraît-il, seraient les problèmes les plus importants avec les immigrés? Non, les vraies questions importantes de ce pays, c'est la question sociale. Je vais vous dire, c'est formidable de voir la jeunesse du pays, à qui on farcit la tête avec des histoires de terrorisme, de religion, qui gorgent les médias, on passe notre vie à parler de religion. On farcit pas la tête d'affaires de terrorisme, Jean-Luc Mélenchon. On farcit la tête des jeunes en parlant de terrorisme. Oui. Ils n'ont pas besoin qu'on leur farcisse la tête, ils regardent ce qui se passe. Le terrorisme est une réalité. Mais non, ils ne regardent suffisamment pas ce qui se passe. Bien sûr que non, parce qu'il se passe 560 accidents du travail sur le poste de travail. Tous les ans, il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue. Tous les ans, et vous n'en parlez jamais.
mais de 5 terroristes à moitié maboules qui tuent des gens... On en parle trop. Écoutez, je trouve, j'ai le droit de donner mon point de vue si vous voulez. Je dis ça pour ceux qui nous entendent et ne nous voient pas. Vous avez l'air horrifié par ce que je vous dis. Non, mais je vous le dis. La vérité de la situation, il faut parler, bien sûr, des terroristes et des guerres que notre pays mène à l'extérieur et des déroulements de ces guerres et de notre intérêt à la paix dans le monde. Mais il faut aussi parler de la vérité sociale. La vérité de tous les jours, c'est pas ça. La vérité de tous les jours, c'est celui qui meurt au travail, c'est celui qui est blessé, celui qui n'a pas d'emploi, c'est la femme qui court pour essayer d'attraper ses mômes et qui ont pourri encore plus la vie. Entendez-le. Et nos mômes ont raison d'être dans la rue. Alors, qu'est-ce qui va briser le miroir qui nous hypnotise? D'où ça va venir? D'une parole, d'une main aimante qui prend la vôtre, de celui, de celle qui est soumis à une domination dont il n'arrivait pas à interpréter le sens, mais dont il sent qu'il vous rabaisse, que cette main vous rabaisse, vous humilie, vous met en dessous de vous-même. Tout d'un coup, écarte cette main de sa tête. Fous-moi la paix. Casse-toi de là. Barre-toi, j'en fais qu'à ma tête. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Je m'en fous. Je préfère qu'il m'arrive ce que j'ai décidé tout seul, plutôt qu'il m'arrive ce que toi tu m'imposes tous les jours. Donc, pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Et il faudra le répéter sans arrêt. Et c'est pas par hasard que le pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire est record d'Europe des millionnaires en dollars. À l'époque où il n'y a jamais eu autant de pauvres qu'il y en a aujourd'hui dans notre pays. Tout ça est lié. Mais il faut l'expliquer. Sinon, les gens croient ce qu'on leur a dit. Que ce système récompensait ceux qui prenaient des risques, qui sont les plus malins, les autres ils sont tellement bêtes qu'ils sont pauvres, et au milieu il y a ceux qui sont ni bêtes, ni intelligents, c'est nous tous. Voilà. C'est ça qu'ils arrivent à faire passer en lettres. Et puis ils nous dressent. Les maîtres ne vous dressent pas parce qu'ils mettent des fois des instruments de répression. C'est pas comme ça qu'ils vous dressent. Ils vous font rentrer dans la tête des images, des constructions de vous. C'est ces constructions qu'ils célèbrent, qu'ils mettent en scène. Une masse de spectacles culturels qui sont une ignominie, de l'angoisse, de la mort, de la pulsion, du sexe déshumanisé, du meurtre, une célébration des personnages sempiternellement répétés. Mais c'est ça qui distille, c'est pas neutre la production culturelle. Et la révolution citoyenne à laquelle nous aspirons, elle n'est pas seulement civile et politique, mes amis. Elle est culturelle. Je ne stigmatise pas une profession, je stigmatise des comportements. Et ceux qui m'écoutent savent faire la différence entre stigmatiser une profession et stigmatiser des comportements. Oui, des comportements. Quand dans la presse locale, on dit que je gerbe mes arguments, eh bien, madame, figurez-vous que c'est très offensant. Et ça peut être un journaliste qui l'a écrit. Rien ni personne ne m'empêchera de dire que je trouve ça insupportable. Vous êtes d'accord avec moi, madame? L'immanquable grande gueule. NKM. Eh ben. Et il disait, je trouve du charme au métro, ce qui lui a valu d'ailleurs quelques critiques. Ça, c'est le truc des grands bourgeois, quoi. Ils se la pètent quand ils voient le peuple est tellement folklorique. Moi, je prends le métro, pas parce que j'y trouve du charme, c'est parce que je ne conduis pas, que j'ai la chance de vivre à Paris, et que le métro est ce qu'il y a de plus pratique pour arriver à l'heure aux grandes gueules ou ailleurs. Hein, voilà, bon. C'est tout, point. Je suis comme heureusement pour moi, je suis pas aux heures où ça bourre le plus, parce que j'aime mieux vous dire que si elle y allait à ces heures-là, elle comprendrait sa douleur et elle verrait que c'est pas le charme. Elle a calé un peu sur la ligne numéro 13 pour avoir une idée, tu vois, juste avant la fourche, là, histoire de se mettre dans l'ambiance. Bon, là, vous n'êtes pas en train de donner du travail, vous êtes en train de refuser la solidarité. Je vous ai écouté avec beaucoup de patience et beaucoup d'intérêt, car vous avez du talent, du charme et du bagou. Mais laissez-moi dire quelques mots. Vous n'en manquez pas non plus. Oh non, moi je suis... Du bagou, je veux dire. Oui, oui. Merci, je vous remercie pour le charme. Est-ce que les électeurs ont tout à fait compris... C'est un des problèmes de notre pays, si vous permettez. Les compétences transférées. C'est que c'est tellement compliqué. Non, je m'empresse de prendre la parole avant que vous me l'arrachiez. C'est que c'est tellement compliqué. C'est que la superposition des responsabilités entre le maire, le département, la région est tellement complexe que les gens n'y comprennent rien. Quand vous avez en plus 21 présidents ou 20 présidents de région socialiste qui à longueur de journée expliquent qu'ils sont responsables de rien, que tout ce qui va mal, comme l'a dit M. Mélenchon, c'est l'État, c'est la faute à pas de chance, c'est la société, c'est le capitalisme, c'est toujours les autres, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut réformer tout ça. Et j'espère que vous serez d'accord avec cette réforme des collectivités pour qu'elle soit plus simple, mieux organisée, que la démocratie puisse s'exercer, qu'on sache qui est responsable de quoi.
Et sur le transfert de compétences ou... Attendez, parce qu'il vient de parler une demi-heure, vous avez une autre question? Non, c'est la même. Quelle est la question? Parce que je l'ai oublié depuis qu'il a commencé à parler. Le salaire du patron de Renault, Tavares, qui a été doublé en 1 an pour récompenser la réussite de l'entreprise. Ça a été voté par les administrateurs. L'État a dit non. Les ministres se disent choqués. PSA, Peugeot. J'ai dit Renault, pardon, c'était son ancien employeur. Peugeot, pardon, PSA. Est-ce que vous avez été choqué par le fait qu'on récompense un patron qui réussit? Oui, d'abord, récompense, ça c'est encore un mot, c'est bien un truc de bourgeois. La paye est une récompense, non, pour nous ça s'appelle salaire. Ou indemnité. C'est-à-dire qu'on va travailler pour pouvoir garantir l'autonomie de sa vie. On ne va pas travailler pour être récompensé. Parce que si on doit être récompensé, ce sont plutôt les baisers de notre conjoint, l'amour de nos enfants, voilà nos récompenses dans la vie. Dire qu'il méritait son salaire alors du coup. Voilà. Donc, pourquoi ils parlent de récompense? Parce qu'ils ne veulent pas dire qu'il méritait son salaire. Parce qu'il faudrait qu'ils expliquent pour quel genre de travail vous méritez une paye pareille. D'accord? Ça n'a pas de sens de gagner en 1 an ce qu'il faudra 580 ans à un smicard pour obtenir la même somme. Et pareil pour le patron de PSA. Et c'est pas seulement moralement choquant. D'abord, il faut dire pourquoi c'est moralement choquant. Pas parce que beaucoup d'argent a un, c'est parce que à quel genre de vision de la vie ça correspond. C'est quoi quelqu'un qui a des besoins chaque année d'une telle somme, de 15 millions pour vivre? Clairement, il n'en a pas besoin. Donc je viens maintenant à l'aspect économique qui va vous passionner, vous autres de la presse de droite. C'est l'aspect économique, comme ça il n'y a plus rien d'humain, enfin on est sur des choses sérieuses. À quoi sert une somme pareille accumulée par un individu? Comme il n'en fera rien, déjà la première année il achète une maison, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, ça sert à rien, mais bon, mais après, toute la vie, une somme pareille, 10 ans, 20 ans, à quoi ça sert? Eh bien il va le placer. Il va le placer où? Il va le mettre dans la sphère financière. Parce que tous ces gens et les banques placent dans la sphère financière, il n'y a rien qui vient dans l'économie réelle. Donc ce type est un double parasite. À un moment, il finit bien dans les entreprises. Il reste pas dans une banque tout enfermé. Mais il n'y a que vous qui croyez ça, jeune homme. Non, ça s'appelle un fonds de pension, ça s'appelle de la spéculation. Ils investissent dans les entreprises, ils prennent des parts de capital des entreprises. Monsieur, vous êtes un défi à la réalité économique et je vous félicite. Si vous, au Figaro, vous arrivez à la conclusion que le capital circulant trouve à s'investir aujourd'hui dans l'économie réelle, je vous félicite et je vous dis bravo. Ce n'est malheureusement pas vrai. Par exemple, la Banque Centrale Européenne a mis 1000 milliards dans le commerce. Non, monsieur, c'est la même chose. 1000 milliards dans les banques privées. Et les banques privées n'en ont pas mis un rond dans l'économie pratique. Allez demander à n'importe quel petit patron d'une petite entreprise si la banque lui prête. Demandez à quelqu'un si chaque fois que vous voulez acheter un logement, aussitôt la banque vous dit « Ah, quelle bonne idée, ça va faire tourner l'économie ». Non. Par conséquent, monsieur, vous venez de dire quelque chose qui correspond à vos convictions, mais pas aux faits. Nous savons faire toutes ces choses magnifiques. Donc on a besoin de tout le monde. Je reviens à mon histoire. Alors pourquoi on ne le fait pas? À cause du vote utile. La vie tout entière, les rêves les plus à portée de main, tout rabougri, réduit, racagnassé, fondu, torréfié. Au 2e tour, où il y a Madame Le Pen. Parce que vous traitez Marine Le Pen de semi-débande, vous dites qu'elle est bête. Franchement, est-ce que vous élevez le débat? Bien sûr, madame, plus que vous. Et je vais vous dire pourquoi. Car c'est vous qui relevez des expressions comme celle-ci et vous n'avez pas écouté les 15 minutes d'explication sur le fond du programme de madame Le Pen que j'ai présenté à Villeurbanne. Et comme d'habitude, à Besançon et à Villeurbanne et à Montpellier. Et comme d'habitude, les 2-3 qui sont là retiennent une phrase, un mot. Et moi, je vous manipule. Vous savez que parce que, bien sûr, je vous manipule. Mais vous le faites exprès. Mais bien sûr, je balance 3-4 mots et aussitôt vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose, vous faites des gros titres avec et aussitôt les gens sensés, parmi lesquels apparemment vous ne figurez pas, se disent « Mais que dit Mélenchon? Pourquoi parle-t-il comme ça? Que veut-il dire ?» Et alors ils écoutent le reste du discours. Et maintenant, si vous voulez aller au fond, je vais vous le dire. Est-ce que vous trouvez que c'est une attitude mentalement, psychologiquement équilibrée que d'avoir besoin de détester quelqu'un pour se construire soi-même? Cette famille, une génération détestait les Juifs, la suivante déteste les Arabes, les prochains détesteront les Chinois, j'en suis sûr. Pourquoi ont-ils besoin de haïr pour se reconnaître et s'identifier? La grandeur d'être français se définit par le pacte liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas besoin d'être anti-arabe ou anti-juif ou anti-je sais pas quoi. Il y a une dame qui a dit qu'elle allait venir vous voir le 5 mai. Elle s'appelle Frigide Barjot. Elle dirige le mouvement, là, du mouvement contre le mariage pour les couples de même sexe. Et elle a dit oh, tiens, je vais aller manifester avec Mélenchon. Elle a organisé des manifestations en région. Et puis bon, pourquoi pas? Elle peut peut-être venir vous rencontrer. Mais question toute simple, si elle ou d'autres viennent avec leur pancarte à 13h30 à Bastille, dimanche, vous faites quoi? Je pense qu'ils ne sont pas à leur place, surtout. Ils sont vraiment Barjot pour le cas. Parce que vous avez là un rassemblement de gens qui sont pour le mariage pour tous, pour l'égalité,
bon, je pense qu'ils ne seraient pas à leur place. Il y en a d'autres, hein, vous savez, des illuminés, il y en a partout. Il y en a dans nos manifs, il y en a ailleurs. On se dira, tiens, c'est le ravi du village. Bon, on lui fait bon accueil parce que nous avons toujours été aimables avec les pauvres diables. Ça fait 20 jours que se répète en boucle dans les médias que ce sera la journée des 2 manifestations, des opérations, sauf qu'ils ne sont pas là et ils n'ont pas prévu d'être là. Et je vais vous dire, ils ne seront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en vacances et qu'ils ont les moyens d'en prendre. Donc ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là et on ne va pas, quand on est un vrai blanc, hein, un vrai avec la jupe soleil, on ne va pas aux manifs des rouges. Voilà. Donc je n'ai pas la crainte un seul instant d'en voir un seul au milieu des nôtres. Mais s'il y en a un, on lui dira, écoutez monsieur, tâchez de ne provoquer personne, car en ce moment nous sommes nerveux. Mais nous tâchons de faire pour le mieux avec vous. Est-ce que vous ferez l'avocat de Xavier Bertrand, qui lui s'est augmenté de 4 000 € brut parce qu'il a une nouvelle fonction qui est président d'agglomération et qui s'est justifié en fin de semaine? Ou est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous condamnez? Écoutez, j'ai rien compris, je m'en fous. Bon, alors on va parler aussi des indemnités de monsieur Xavier Bertrand. Vous croyez que c'est le sujet? Bon. Alors non, c'est pas bien. Allez, affaire suivante. Non, mais ça... Il dit, il vit dans un monde qui n'existe pas. Mais c'est lui qui vit dans un monde qui n'existe pas. Il ne sait pas qu'il y a 564 morts au travail par an, plus d'un par jour. 117 personnes par jour escagazées à vie par un accident du travail. Il ne sait pas qu'il y a un paysan qui se pend par jour. Un paysan par jour se pend de misère, d'isolement, de solitude, d'abandon. Ils ne le savent pas tout ça. Il était le directeur de l'hôpital et il avait tous ses papiers pour me prouver qu'il gérait bien son hôpital. Mais monsieur Mélenchon, vous comprenez, il m'enlève l'unité d'anesthésie. Mais nous, on est un hôpital, les gens ne viennent pas s'il n'y a pas d'anesthésie. Ah ah. Il me dit, c'est absurde, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, oui, c'est absurde. Et je dis, à votre avis, pourquoi ils enlèvent l'anesthésie? Ben, pour que vous fassiez rien, donc pour fermer votre hôpital. Mais cet homme n'avait même pas intégré l'idée qu'il y avait une économie générale avec des gens qui prennent des décisions qui n'étaient pas rationnelles, d'après lui, parce qu'en effet, ça n'est pas rationnel. Vous êtes intervenu cette semaine, enfin le Front de gauche est intervenu cette semaine pour que votre temps d'antenne soit doublé en février, hein, c'est ça? Alors vous avez écrit à Christine Kelly, membre du CSA, du moins le Front de gauche a écrit à Christine Kelly, pour réclamer au fond une plus large audience sur les antennes. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Vous estimez que le système mis en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas suffisant, à vos yeux? Eh ben, en tout cas, il n'est pas suivi des faits. Car sinon, il faut se poser la question de savoir là, pourquoi, vous je vous le rappelle. Dans la période... Pardon? Vous êtes ici, hein, vous exprimez. Et voilà, donc je devrais que me taire et vous remercier en vous léchant les mains. Pas du tout. En vous disant combien vous êtes trop gentil de me donner la parole. Vous savez quoi? Je vous aime. Formidable. Le peuple entier qui m'écoute se dit, ah, comme ils sont bons. Notre bon maître nous donne la parole. Vous êtes le seul à être venu 2 fois dans cette émission. Vous êtes dans un abus de pouvoir. Je ne dis pas vous, car vous êtes une sorte de monstre sans visage et sans nom. Ceux qu'on a en face de nous ne sont jamais responsables de rien. Il faut du renouveau. Vous dites là, il faut tout changer. Vous, Jean-Luc Mélenchon, en quoi est-ce que vous incarnez le renouveau? Vous aviez dit il y a quelques années qu'ils dégagent tous. Non, qu'ils s'en aillent tous. J'aurais dû dire dégager, j'aurais fait une meilleure carrière. Et ils reviennent tous. Et Jean-Luc Mélenchon, ils reviennent tous, y compris vous. Oui, et vous aussi d'ailleurs. Oui, on n'a pas dit qu'ils s'en aillent tous. Allez-y. Non, mais attendez, ce point est extrêmement important. Non, mais pourquoi vous représentez-vous, vous? Alors, il y a des raisons qui sont politiques, dont on va peut-être finir par parler à un moment ou à un autre. Mais puisque vous êtes sur le sujet du renouveau, les amis, attendez-vous à prendre le retour de volée. Hein. Puisque nous revoici, peut-être qu'il faudrait changer le regard sur nous. Donc pourquoi vous partiriez pas, vous? Ce qui nous intéresse, c'est vous, Jean-Luc Mélenchon. On vous a assez vu, vous êtes là depuis longtemps. Depuis combien de présidentielles vous êtes là? Vous êtes tout le temps les mêmes, alors on entend tout le temps les mêmes choses. Ah bon? Eh bien, fallait pas commencer. Donc il n'y a pas besoin de renouveau des hommes politiques. Voilà. Alors l'AFP, j'ai pas dit qu'il fallait pas de renouveau. C'est le contraire. Je dis il faut du renouveau. Mais le renouveau de quoi? Le renouveau des idées et des pratiques. Je vous observe et je me rends compte que vous prenez un plaisir extrême à vous écouter parler. D'accord. Oui, mais vraiment une jouissance, hein, et on le voit d'ailleurs. Qu'est-ce qui me permet de dire que ça me fait jouir, comme vous dites? Parce que ça se voit. Ça se voit. Ah ouais, ça se voit, d'accord. Ça se voit. Ben, vous savez pas ce que c'est que la jouissance, apparemment. Et quand on a parlé... ça se passe pas comme ça. Quand on a parlé... Il est normal qu'on vous bouscule un peu. Mais je ne suis pas contre le fait qu'on essaye de me bousculer. C'est contre le fait qu'on y arrive que je suis.